J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette prochaine conférence qui nous est proposée par Vivialis. Dans notre quête de logement pour tous, nous faisons face à un défi crucial. Comment construire sans compromettre notre environnement, ni sacrifier le tissu social de nos communautés? Ce titre incarne notre engagement à équilibrer le besoin de logement, la préservation de notre planète et le renforcement des liens humains. Nous devons penser au-delà des matériaux et des plans architecturaux en intégrant les besoins de chacun dans le processus. C'est un appel à une approche urbaine holistique où chaque projet immobilier devient une opportunité de créer des espaces de vie durables et enrichissants pour nos communautés. Bâtir sans sacrifier, c'est aspirer à un avenir où le développement humain prospère en harmonie avec la nature. Quelles pistes sont probables, souhaitables, envisageables ? Lors de ces deux conférences, vous tenterez de répondre à ces deux questions. La transition écologique et le logement sont-ils compatibles? L'aménagement du territoire peut-il tenir compte des évolutions démographiques sur le long terme? Pour la présentation de cette conférence, merci d'accueillir chaleureusement Madame Anne Wintemberger, présidente du groupe Vivialis, accompagnée de Monsieur Luc Binsinger, premier vice-président de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois et maire de Saint-Nicolas-de-Port sous vos applaudissements. Merci. Merci, bonjour à tous. Monsieur le maire, bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. L'élu est un animal rare en ce moment et d'autant plus depuis dimanche. Aujourd'hui, nous souhaitons présenter ces questions sous forme d'échange. On a assisté à beaucoup de présentations, voire même de conférences sur des thèmes très techniques, sur des sujets particulièrement industriels. Et ma foi, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de poser des questions sur des unités qui changent un petit peu de ce qu'on a vu jusqu'à présent. On ne parlera ni kilo, ni grammes, ni watts, ni euros, mais bien humain. Et je vous remercie d'avoir accepté les échanges sur cette base, monsieur le maire. Alors, aujourd'hui, vous avez devant vous deux parties prenantes du logement ou de la construction en France, et puis deux situations qu'on nous pose bien souvent. Et la question qui se pose, c'est comment répondre ensemble aux grands défis qui se présentent à nos sociétés, et également aux enjeux écologiques, aux enjeux climatiques et démographiques. Alors, si vous permettez, je vais revenir sur quelques chiffres, néanmoins, pour donner un cadre à cet échange. Et c'est la façon dont on présente communément le logement aujourd'hui en France, ou en tous les cas la façon de construire. Aujourd'hui, on nous dit que notre activité, c'est 21% des émissions de gaz à effet de serre, 34% de la demande en énergie, 37% des émissions de carbone, et en France, 70% de la production de déchets. Alors évidemment, quand on présente le logement sous ce prisme, eh bien, je crois que l'on a tendance à confondre la conséquence et la cause. Quand on sait qu'en 2050, nous serons 10 milliards d'habitants sur la Terre et qu'il y aura 450 millions de réfugiés climatiques. Et fait très important, pour ceux qui songent à changer de filière, notez-le, les plus de 60 ans représenteront 30% de la population mondiale. Il se vendra plus de couches pour adultes que pour bébés. Alors, monsieur le maire, à force de bâtiment bashing et de prismes particuliers à l'égard de nos professions, eh bien, la question que je souhaiterais vous poser en premier, c'est comment avançons-nous ensemble? Avons-nous la même vision des enjeux climatiques? Et finalement, quels sont les outils dont dispose l'élu pour appréhender ces problématiques? Merci. Merci Madame la Présidente, merci pour votre invitation. Bonjour, bonjour à tous. Alors il y a dans votre introduction une très très large panel d'interrogations. Il ne faudra pas hésiter, parce que je risque d'en oublier à travers mes réponses, à rebondir pour m'amener là où vous auriez peut-être envie de m'emmener au niveau des questions. Et
et je n'y vois aucun piège, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté bien volontiers d'être présent en voisin. Je suis maire de Saint-Nicolas-de-Port en Meurthe-et-Moselle, c'est la capitale historique de Saint-Nicolas. Dans l'est de la France, ça a du sens, et on le partage volontiers, notamment à nos amis alsaciens. Je suis surpris et non surpris que je sois l'animal rare ce matin en tant qu'élu, parce que justement, si on ne parle pas de kilos, si on ne parle pas de watts, si on ne parle pas d'euros, qu'on parle d'humain, théoriquement, l'élu qui, par définition, ma définition, est plutôt un généraliste qu'un spécialiste, eh ben, on doit pouvoir s'y inscrire et s'y insérer sans souci, sans interrogation de pièges ou de sujets à éviter. Et pour autant, le sujet du logement, le sujet des acteurs économiques est souvent un sujet évité par la classe politique, parce que ça fait peur, parce qu'on ne la connaît pas, parce qu'on la connaît mal. Et si je dis ça fait peur, c'est qu'il y a eu aussi des vagues de collusion qui ont laissé des traces et pénales et humaines. Par conséquent, il y a toujours une venue à pas feutrer, etc. Ce n'est pas mon tempérament parce que je viens du privé. Contrairement à un grand nombre de mes homologues qui, eux, viennent du public, parce que pour exercer un mandat politique, il faut beaucoup s'absenter, il faut beaucoup être présent, et c'est pas facile. En tout cas, c'est plus simple quand on est dans la sphère publique, sur les 3 formes de fonctions publiques, territoriale, santé ou d'État, que d'être dans le privé, où là, par définition, on a un boss en général qui dit non, ta réunion de chantier en tant qu'élu, tu la feras en dehors des heures, bien évidemment. C'est sans doute l'une des raisons du non-engagement des acteurs privés en politique. Ça, c'est le chapeau général. Le sujet du logement, le sujet de l'approche sociétale et de l'approche environnementale, ça reste quand même des sujets nouveaux pour tout le monde, pour un grand nombre d'entre nous. Même si on a coutume d'imaginer qu'un élu local est là pour aménager sa ville, une fois élu, penser à aménager sa ville est bien plus compliquée parce qu'on a tout de suite la main dans le cambouis. Et ça va très vite. Si on ne s'inscrit pas dans le temps, parce que l'électeur ne nous en laisse pas la possibilité, j'ai la chance, alors je bosse pour, d'être maire depuis 2001, donc réélu 2008, 2014, 2020, et donc de m'inscrire dans la durée. Et quand on s'inscrit dans la durée, on peut ainsi un peu s'échapper, prendre de la hauteur, participer à des échanges comme ceci, laisser les équipes qu'on a mis en place et les adjoints, on va dire, gérer le quotidien, ce qui n'empêche pas d'être disponible et en proximité, pour pouvoir avoir des approches partagées, philosophiques et sociétaux. Et là, je viens aussi lentement mais sûrement vers votre batterie de questions sur des sujets qui sont nouveaux et brutaux. D'abord, je ne suis pas convaincu qu'on parle tous le même langage. On n'a pas tous la même définition ou les mêmes définitions des enjeux sociétaux, ni même de la problématique autour du logement. Et que on a, je l'ai abordé tout à l'heure, très souvent de fois, des acteurs qui ne se parlent pas, mais ils ne se parlent pas parce qu'ils ne se connaissent pas. Il y a certes du logement de bashing, mais il y a aussi du politique bashing. Et qu'à partir de là, il fait peut-être pas bon être constructeur avec tout ce que ça peut imaginer, de béton, etc. Mais je peux vous l'assurer que pour le vivre tous les jours, c'est pas facile non plus d'être élu. Parce qu'on est à portée d'engueulade, on est à portée de baffe, et comme c'est rare d'avoir sous la main le 06 ou croiser le ministre ou le parlementaire à la boulangerie du coin, le maire, en revanche, lui, on le côtoie facilement. Donc ce bashing politique, il existe, mais en tout cas, par ces 2 formats de frustration, personne ne se parle. Alors justement, vous parlez de problèmes nouveaux. On a le sentiment que ce n'est pas un problème tout à fait nouveau, et encore moins les entreprises qui ont présenté des solutions aujourd'hui. Quand on sait que le changement en entreprise prend énormément de temps, quand on sait que le changement d'une ville prend énormément de temps aussi, au risque de me répéter, quels outils vous avez-vous en tant qu'élu pour être sensibilisé à ces problèmes
d'enjeux climatiques, de réchauffement, de ce qu'il faudrait faire pour mieux habiter la ville. Quelles sont vos sources d'informations et comment juger de la pertinence d'un projet pour sa ville quand elle est proposée par un membre finalement de l'économie privée? Quels sont vos niveaux d'échange, de compréhension et de langage aussi, oui, comme vous le précisez? Je voudrais revenir sur l'aspect récent, qui peut vous choquer, qui peut vous surprendre. Moi, j'ai toujours inscrit mon engagement politique ou public sur la sincérité et sur l'humilité. Ça fait 22 ans, 23 ans que je suis maire. Très honnêtement, ça fait 7-8 ans que je me sens titillé par la chose écologique. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis un nul, un mauvais, etc. Je crois que l'ensemble de nos gouvernants ont longtemps laissé de côté. Et en cela, ils portent une vraie responsabilité. Ils portent une responsabilité parce qu'aujourd'hui, tout est violent. On est obligé de faire un coup de gouvernail terrible, où on est quand même dans de l'écologie punitive. Donc beaucoup de nos concitoyens, des entreprises, des collectivités vivent très mal les dispositions réglementaires qui apparaissent brutales parce qu'elles sont soudaines. Mais pendant des années, et j'ai la sincérité et l'honnêteté intellectuelle de le dire, on a été très éloigné de ces sujets-là. Alors je suis heureux d'apprendre que les acteurs économiques s'y sont mis depuis bien plus longtemps. Ont suggéré peut-être, mais peut-être pas assez fort, ils ont peut-être simplement murmuré au pouvoir public le besoin d'aller vers des matériaux différents, le besoin d'aller vers des technicités différentes, mais les élus, pour plein de raisons, et je ne vais pas cracher dans la soupe, hein, je ne peux pas faire preuve et d'humilité, mais pour plein de raisons, ce n'était pas audible. Mais peut-être aussi parce que les acteurs économiques ne poussaient pas la porte des élus. Quand on veut bien nous recevoir, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, mais la question se pose quand même. La décarbonation, c'est 285 milliards d'euros investis en 2023 par le secteur privé. Ce sont des sommes colossales qui prennent en charge un enjeu commun. Vous, en tant que maire, quelle est votre marge d'action sur les décisions que vous êtes amené à prendre en termes notamment de logement ou de construction sur le territoire de votre commune? De quoi décidez-vous vraiment? Alors, on a quand même la main dès lors qu'on s'inscrit dans la durée. Si on ne s'inscrit pas dans la durée, les marges de manœuvre sont quand même très serrées, parce qu'il y a ce fameux millefeuille territorial, et on a une batterie, certes, d'outils, mais récents seulement, à notre disposition, sur des études, sur des synthèses faites par des agences de développement, bien souvent sponsorisées par les intercommunalités, que ce soit des métropoles, que ce soit des communautés de communes ou des communautés d'agglos. Mais ces outils-là existent depuis très peu de temps. Et je voudrais dire, j'écoutais le chiffre que vous avez annoncé sur l'investissement imposé aux entreprises. Je trouve ça injuste quelque part. Parce que cette approche d'investissement, elle n'est pas imposée aux collectivités. Elle n'est pas imposée aux services de l'État. Et on est simplement dans de la suggestion, on est simplement dans de la préconisation. Et les élus, bah évidemment, mais c'est humain, hein. De toute façon, on a toujours les élus qu'on mérite. Et les élus sont à l'identique de nos concitoyens, avec les bons côtés, les mauvais côtés, avec des périodes plus noires, des périodes plus blanches, des périodes plus douces, de moins en moins malheureusement dans la nuance. Mais les moyens qui sont à la disposition sont assez colossaux, mais on a des moyens sans pour autant avoir l'aspect réglementaire qui s'impose aux entreprises. Et quand je dis les moyens, c'est qu'on a quand même la capacité rédactionnelle de rédiger des cahiers des charges, on a quand même la capacité d'imposer, et en général, parce que c'est toujours plus facile, oui, je fais l'autocritique des élus, en toute sincérité, quand on ne paye pas, c'est toujours plus facile de dire il faut faire ça, même si ça coûte plus cher. Mais justement, on a le sentiment en tant que faiseur que plus on en fait, moins ça suffit.
Et que finalement, cette course à l'échalote, qu'elle soit industrielle ou même de conception, ne suffit jamais à satisfaire un élu ou une demande politique qui finalement fait fi d'une équation dont on ne parle pas, c'est l'équation économique. La réalité financière de l'urbanisme ou même du logement dans sa nouvelle conception. Parce qu'on ne peut plus parler de logement aujourd'hui comme on le faisait il y a 30 ans. Et cette course à l'échalote, finalement, et l'inflation réglementaire, comment vous la vivez-vous au regard des gens qui souhaiteraient pouvoir construire, parce qu'il y en a toujours qui le souhaitent, et puis ce que, par exemple, par l'intermédiaire des bailleurs sociaux, vous pensez pouvoir demander? Madame la Présidente, on ne se parle pas. On ne se parle pas, on ne se parle jamais. Les élus connaissent peu les acteurs économiques, encore moins les acteurs du logement. Mais les acteurs du logement ne connaissent pas les élus. Or, on a tous nos attentes, on a tous nos agendas. Et l'agenda politique, ce n'est pas quelque chose de grossier. Tout comme il n'est pas grossier qu'une entreprise pense à faire du business et cherche à créer de la richesse. Mais on ne se parle pas. Les deux mondes ne se connaissent pas. À partir de là, comment partager des objectifs en commun quand il n'y a pas d'échange? Et c'est pour ça que je répondais au logement bashing, politique bashing. Ça veut dire qu'on est plutôt dans un bras de fer que dans un temps d'écoute. Et merci pour cette initiative, parce qu'on sent bien, et c'est un peu la théâtralisation voulue là, par le groupe Vivialis, de présenter un échange sous forme de ping-pong, sous forme de provocation, sous forme de sincérité et de liberté de ton, mais on ne se parle jamais. On ne se parle jamais. Autant il y a une batterie de concitoyens, d'associations en tout genre, en tout poil, qui prennent des rendez-vous avec les maires, autant les entreprises sont frileuses. Il y a peu de rendez-vous d'acteurs économiques. On apprend la plupart du temps qu'un commerce change d'enseigne en le découvrant en allant chez le boulanger. Et à aucun moment, le commerçant nouveau qui reprend, je ne parle pas quand il est permis de construire ou autre évidemment, mais à aucun moment le commerçant au préalable vient se présenter, dire au fait, voilà, je viens de reprendre tel commerce, je suis le nouveau boulanger, ou j'ai repris une boulangerie, moi je suis cordonnier, ça va être une cordonnerie demain, etc. Donc on est dans le fait accompli parce que les acteurs économiques et les acteurs politiques ne se parlent pas. Et avant d'aller sur des objectifs d'importance, tels que sont cités dans le titre, il est important de remettre l'humain au cœur de nos vies ou institutionnelles ou d'entreprise, pour pouvoir aller vers des objectifs communs. On ne peut pas aller vers des objectifs communs si on ne se connaît pas et si on ne se parle pas. Et ça paraît basique, mais je peux vous assurer que les choses vont bien mieux quand il y a ce rythme d'échange, quand il y a l'approche, et qui du coup est partagé. Parce que l'acteur économique va comprendre pourquoi le maire ou le président de l'interco va mettre telle touche dans le cahier des charges d'un permis d'aménager ou autre, et le constructeur, l'aménageur, le promoteur va comprendre aussi, pour s'impliquer davantage dans ce qui anime l'élu local, pour qui, certes, il y a l'approche économique, certes, il y a l'approche logement, mais il y a toute une batterie d'approches. Les maires, les collectivités locales, municipales, peuvent s'appuyer sur la clause de compétence générale. Ça veut dire qu'on peut agir, entre guillemets, sur tout. C'est formidable, moi je m'éclate. Moi, le généraliste que je suis, c'est formidable. Mais on va jouer sur l'eau, on va jouer sur le sport, on va jouer sur la culture, on va jouer sur les nouvelles technologies, on va jouer sur l'école, on va jouer sur le social, on va jouer sur de la coopération internationale. C'est formidable. Alors qu'on n'a pas ça dans une région, on n'a pas ça à l'échelon départemental. À partir de là, la dimension économique, elle est très rare. Elle est très rare parce qu'on ne se parle pas. Donc, si on se parle demain, je suis persuadé qu'il y a davantage d'élus qui vont être plus open pour accompagner un projet de construction, d'aménagement, et même s'il apporte quelques retouches à celui que vous en ferez, parce que vous aurez un modèle économique avec des coûts, des ratios, une opération réalisée et de l'argent à gagner pour faire vivre l'entreprise et faire vivre les salariés. Moi, je le comprends. Tous mes collègues le comprennent peut-être pas.
Alors, c'est bien beau tout ça, mais il y a une échéance à laquelle finalement nous sommes extrêmement soumis, c'est celle des élections. Et le temps de l'agenda politique n'est pas celui ni de l'urbanisme, donc de la démographie, ni celui de l'entreprise. On sait déjà, on aborde 2025 avec beaucoup de questions en tant que promoteur et constructeur, à se dire, bon, 2026, année d'élection, en fait, on va arrêter tous les projets parce que finalement, il y a des promesses électorales à tenir. Comment on fait? Comment on se rencontre à ce moment-là? Pourquoi on dit à un élu, de toute façon, c'est pas la peine d'aller le voir un an avant les élections municipales parce que il fera rien, il décidera rien parce qu'il peut pas. Cette temporalité-là, finalement, est-ce que c'est pas elle qui donne vie à des échanges ou pas? Non. Il existe un calendrier, il existe ce paramètre-là. Mais comme il existe pour une entreprise, d'autres paramètres, qui est le paramètre monnaie. Ça veut dire, à la fin de l'opération, il faut que je gagne de l'argent. Bah, pour l'élu, à la fin de mon mandat, je lève le pied parce que je vais entrer en période électorale. La connaissance des paramètres et des exigences de l'un et de l'autre doit permettre de pouvoir faire avancer les choses. Et le temps ne s'arrête pas en période électorale. C'est les médias qui nous le disent. Alors là, si, ça va s'arrêter 15 jours, 3 semaines, mais ça ne va pas s'arrêter pendant 6 mois. Ça ne va pas s'arrêter pendant 6 mois. Il y aura peut-être un peu de frilosité pour accepter un permis de construire, pour accepter un permis d'aménager 6 mois avant le scrutin. Ok, on l'intègre, voilà. Mais vous l'intégrez dans vos paramètres comme parmi un écueil supplémentaire. Mais en l'intégrant, vous allez aussi faciliter la mise en lien, la mise en rapport, parce que vous serez en compréhension de l'élu. Donc, il n'y a pas de souci pour faire en sorte que la vie locale, intercommunale, départementale continue. C'est presque un fantasme, ça. Alors on laissera la salle poser des questions tout à l'heure, mais à supposer qu'on s'entende sur un calendrier et finalement une ligne directrice entre activités et puis grands enjeux auxquels on doit pouvoir répondre collectivement, quelle est la perméabilité de l'élu aux demandes individuelles, aux demandes associatives organisées par rapport à gérer des préoccupations qu'on connaît tous, qui sont principalement environnementales. Finalement, à quel moment vous pouvez changer de décision par rapport à un cahier des charges ou une décision que vous avez prise? Quel est le poids de l'initiative individuelle par rapport aux intérêts collectifs que vous avez à défendre? Ah, on touche quelque chose de clé, parce que par définition, l'élu, qu'il soit de droite, du centre, de gauche, il est là pour l'intérêt général. Et tous sont animés par l'intérêt général. Mais qui dit intérêt général dit satisfaire le plus grand nombre. Un élu, il n'aime pas dire non. On doit être là pour faciliter, on doit être là pour accompagner. L'élu, il n'aime pas dire non. Donc quand il y a une opposition qui s'exerce sur un projet, bien souvent d'ailleurs les opposants ont oublié qu'ils ont construit eux-mêmes et qu'ils ont gêné d'autres riverains avant, il ne faut pas oublier de leur faire remarquer, mais effectivement ça peut être assez paniquant pour l'élu. Ça peut être assez paniquant de voir un groupe de personnes se rassembler et d'épaissir. Et aujourd'hui, la vocifération, elle est aux quatre coins de nos communes de France. Ça fait peur. Ça fait peur et ça fait très souvent reculer. Là, si on se connaît bien, si on appréhende bien telle approche, etc., si on fait preuve de spontanéité et de transparence, on pourra jalonner par petites touches, par petits cailloux, les différentes étapes préalables à un dépôt de permis de construire, un dépôt d'aménager ou l'arrivée, pire encore, des premières pelleteuses. Si l'élu, peut-être guidé par l'entreprise, qui a peut-être un savoir-faire marketing autre que l'élu lambda, s'entendent pour baliser les choses, pour présenter en toute transparence, pour organiser des réunions de quartier, pour laisser des petits cailloux en termes d'information, etc., l'élu est à l'aise pour mettre pas à mal, parce que ça reste des électeurs, les locaux. L'entreprise, elle vient construire quelques années, et puis après, ils s'en vont. Mais on peut toujours rebondir sur, mais il y a eu X réunions publiques, vous n'êtes jamais venu.
On a fait venir le promoteur Y en séance publique du conseil municipal ou à la salle des fêtes, etc. Vous n'êtes pas venu ou vous n'avez pas posé de questions. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui à travers cette forme de rébellion sur ce projet, etc. S'il n'y a pas eu de réunion préalable, s'il n'y a pas eu d'information, s'il n'y a pas eu ces petits cailloux qui précèdent les grosses pierres, c'est sûr qu'il y aura l'effet boomerang de riverains qui vont s'estimer lésés par la beauté du papillon, le batracien, etc. Mais c'est surtout leur précaré. C'est-à-dire, quand je ferai le barbecue avec Morissette, demain, il y aura des voisins. C'est ça qui gêne les gens. Mais si on le sait, si on le prépare, il y a toujours une part un peu de malice. Je préfère parler de malice que de manipulation, c'est quand même un terme qui est pas chouette. Mais si on met de la malice dans la présentation, il y a moyen d'être dans un échange, de s'inscrire dans la transparence et de pouvoir rebondir et avoir ainsi un élu ou une équipe municipale plus décomplexée ou plus décontractée avec l'arrivée d'un gros chantier qui peut faire peur. Merci. Il y a un point qu'on souhaiterait aborder encore en deuxième temps, c'est finalement les enjeux démographiques. Le logement social en France, c'est 2,3 millions d'unités de vie ou de logement, mais c'est surtout en 2023 500 000 demandes supplémentaires. Et puis, ma foi, pour la rentrée en septembre 2024, 50 000 étudiants de plus que l'année dernière. Alors, ils ne sont pas nés hier, puisqu'ils passent tous leur bac là ce mois-ci. Comment, en tant qu'élu, encore une fois, on a accès à ces données-là? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez anticiper la démographie ou l'évolution sociologique de votre population et comment vous pouvez concrètement agir sur votre territoire avec les entreprises en présence? Est-ce que c'est quelque chose qui est connu? Est-ce que c'est une réalité pour vous? Et dans ce cas-là, quels sont ces outils pour connaître de tout cela? Alors, autant je disais tout à l'heure que j'ai la sensation qu'on a perdu beaucoup de temps sur l'approche environnementale, autant sur l'approche démographique, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop de train de retard. Ça veut dire que par les outils mis à disposition, vous les évoquez, il existe toute une batterie d'atlas, il existe le recensement de l'INSEE qui très régulièrement apporte, alors au-delà du nombre d'habitants qui fait rire, pleurer ou peu importe, c'est pas grave le nombre d'habitants. En revanche, dans une étude INSEE, à travers un recensement, vous pouvez voir dans votre localité les logements vacants, vous pouvez voir, mais très concrètement, le nombre la répartition d'âge, de sexe, on peut regarder, on peut observer le nombre de résidences secondaires, on peut observer le nombre de logements sans sanitaire, il en existe encore, je le sais parce qu'on a fait en début d'année à Saint-Nicolas-de-Port un recensement INSEE. Il y a des choses assez ahurissantes. Et ça permet d'avoir cet éclairage pour avoir du recul, pour rebondir. Alors on va rentrer en période électorale, mais on a ces données. On a ces données, élection 2026, on a ces données qu'on peut partager avec les acteurs du logement, sans problème, de façon à pouvoir modeler, atténuer, ne pas construire pour construire, mais contribuer à l'aménagement de la ville ou du village avec l'élu. Et l'élu pouvoir compter sur des acteurs professionnels pour aménager la ville. Ça doit se faire de concert. Si effectivement, parce qu'on l'a aussi connu, allez, ça construit, je fais un lotissement, clac, 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 et puis une fois la réception, on s'en va et on n'assure pas de SAV. En assurant ce SAV, mais plutôt intellectuel que technique, on sera dans la continuité, on sera vraiment dans l'aménagement. On sait bien que le temps de l'urbanisme, c'est un temps long, particulièrement long. J'ai mis 15 ans pour sortir de terre un centre commercial. J'ai mis 10 ans pour dégager des micro-enveloppes foncières et dégager demain du lotissement, de la construction senior, sociale, etc. C'est très très long. Le temps est long, mais il faut pouvoir l'avoir à l'esprit pour ne pas rentrer en précipitation, mais rentrer en saine collusion pour avancer et à l'élu de rendre du coup ce qu'il a pu recevoir en matière, en préconisation, en idées, en innovation, de rendre
à l'acteur privé, justement, ce qu'il a reçu par une attribution. Alors, c'est pas donnant-donnant, on n'est pas dans le chantage, on n'est pas. Mais il pourra atténuer sa prose, sa dureté à travers un cahier des charges et ainsi faciliter la vie des entreprises et surtout loger. Parce que le fond de la question, même si à chaque fois il y en a beaucoup, le fond de la question, c'est comment accueillir les flux démographiques qui vont s'amplifier. D'abord, je crois qu'il faut essayer de revenir sur l'appellation logement social, qui fait peur à tout le monde. Il y a 70% de candidats à un logement social. C'est ça, c'est 70% de la population française qui aujourd'hui est éligible en termes de critères. C'est pas 70% de cas sociaux. C'est pas 70% de migrants. Or, derrière logement social, il y a une frénésie populaire, y compris par ceux qui touchent un peu d'allocation logement. Ils ne se rendent pas compte, ils ont oublié que c'est ça. Et en fait, il suffit d'avoir un enfant, 2 enfants et d'avoir un numéro CAF pour pouvoir prétendre. Ne serait-ce, je crois que la CAF libère sur de l'allocation logement ou de l'aide au logement à partir de 100 €, je crois. Donc le couple qui travaille l'un et l'autre et qui travaille au SMIC, il aura recours à cette aide au logement. Et donc il pourra bénéficier d'un logement dit social. Mais on n'est pas sur quelqu'un ou sur un couple qui est marginal de la société, etc. Donc l'appellation logement social fait peur. Et je pense qu'il faudra qu'on se mette tous, parce que vous avez peut-être des approches de nouvelles définitions, les politiques en auront peut-être aussi, les sociologues aussi, pour revoir cette appellation qui fout la trouille aujourd'hui. Or, pour accueillir demain les flux migratoires, quels qu'ils soient, les flux démographiques, il faut bien qu'il y ait un partage, il faut bien qu'il y ait une répartition. On sent bien que dès qu'un flux de migrants arrive sur un département et que la préfecture et le conseil départemental se retroussent les manches pour dire où est-ce qu'on va pouvoir les mettre, alors même les bonnes âmes, même les grandes âmes, la main sur le cœur, il faut les aider, il faut les accueillir. Ouais, mais si c'est chez le voisin, c'est mieux. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie sur cette approche. Demain, les flux migratoires liés au climat seront très importants. Il ne faut pas mettre tout le monde sur le même niveau et il faut orchestrer tout ça. Donc la force des acteurs privés qui savent se réunir, qui savent travailler en réseau, pour pouvoir travailler aussi avec les réseaux d'élus. Les réseaux d'élus, c'est l'Association des petites maires de France, c'est les associations départementales de maires, c'est des structures organisées, paritaires, donc ça verse rarement dans la politique politicienne, et donc avec un esprit constructif. Si les acteurs privés viennent avec cet aspect constructif pour proposer des logements adaptés, un aménagement de ville, de territoire adapté pour accueillir, je pense qu'on a toutes les raisons d'y croire. Enfin, moi, je suis un optimiste de nature, en tout cas. Alors, il y a une différence entre désir et réalité quand même, hein, avec une équation économique qu'on peine à résoudre à l'heure actuelle. Une question encore, finalement, quand on a... c'est comme ça hein, qu'on vous voit, hein, excusez-moi, peut-être à tort, mais quand vous avez les clés du camion, qu'est-ce qui fait que finalement on discuterait alors que jusqu'à présent on n'est pas du tout dans ce dialogue? Qu'est-ce qui changerait la donne? Il y a peu de sachants. On ne sait pas tout sur tout. Les politiques qui ont réponse à tout, les commerciaux qui ont réponse à tout, c'était le cas il y a 30 ans, ça. On allait dans une foire expo, impossible, on tombait dans les mains d'un vendeur de meubles, c'était impossible de s'en dépêtrer. Et puis on allait à une réunion politique, l'élu, il savait tout sur tout, etc. C'est fini cette période-là. Donc on est dans l'obligation, même si on a les clés de camion, de tendre l'oreille, de tendre la main. Ça ne veut pas dire qu'on s'oublie, ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à être aux commandes du camion. Mais ça veut dire que le copilote, il va avoir son importance. Si on a un coup de sommeil, ça veut dire que le copilote, il aura son importance pour réorienter la route et peut-être trouver des cheminements plus simples, moins coûteux et plus faciles d'accès. Donc on a besoin d'approches partagées. C'est ma conviction, c'est ce que je défends. C'est ce pourquoi je suis engagé en politique, même si évidemment je défends mon précaré, même si évidemment je suis fier de conduire mon camion. Pour autant, je sais que je ne peux pas le conduire seul.
Et on vieillit, et le camion, il est de plus en plus véloce, et il y a de plus en plus de radars, et il y a de plus en plus de paramètres qui vont gêner la conduite du camion. Donc on a besoin de le partager, pour reprendre cette image. Hein. J'ai jamais été routier de ma vie encore. Et finalement, quand l'État vous impose des quotas dans vos communes, vous le vivez comment? Parce que ce sont évidemment des sujets dont le secteur privé s'empare. Allez, moi je le vis bien mais peut-être parce que je viens du monde économique, je viens du monde du commerce, donc j'ai une capacité à rebondir, à trouver des réponses. Ça m'a jamais affolé. Pourquoi? Alors j'espère qu'il n'y a pas de préfet dans la salle, mais de toute façon, je vais dire une réalité. D'abord parce que les quotas, ils sont jamais vérifiés, contrôlés. Première chose. Les fameux 20% de logements sociaux de la loi SRU, certes, à un moment donné, ils tombent avec une amende pour les collectivités qui ne l'obtiennent pas, mais avec des tas de possibilités d'avoir des recours. Je suis à 16% de logements sociaux dans ma commune. Les habitants ont l'impression qu'il y en a beaucoup trop, des fantasmes par quartier, etc. Mais je ne paye pas l'amende parce qu'à un moment donné, je l'ai payé 2-3 années, mais à un moment donné, j'ai trouvé la subtilité. Parce qu'on est entouré de zones inondables, entouré de zones d'affaissement, et en plus on a une basilique qui accueille Saint-Nicolas, qui rayonne sur les 500 mètres d'ABF, etc. En préfecture, on ne peut pas nous imposer de construire du logement, etc. Donc il y a toujours moyen de détourner ces quotas, tout en étant respectueux, tout en cherchant à être vertueux. Parce que la vraie réponse pour un élu, et on le voit, ceux qui ont pris des logements sociaux en pagaille, pensant que ça allait faire un électorat, selon on a la casquette, ou d'autres élus qui ont accepté plutôt des lotissements luxuriants. Vous voyez, comme ça, je m'adresse plutôt à une frange de gauche et plutôt à une frange dite de droite. Des années après, ce sont ces mêmes populations-là qui, de toute façon, se retournent contre une municipalité. Pourquoi? Parce que la quête de l'être humain, mais il faut qu'on le cherche ensemble, c'est justement des formes de mixité. Et d'abord la mixité urbaine. On ne peut pas avoir des villes nouvelles, tous à l'identique. Et on voit bien comment les grandes tours, dans certaines ZUP, sont catastrophiques pour l'animation du territoire. Pour faire un vrai vivre ensemble, il faut qu'il y ait différentes composantes. Et là, vous, savoir-faire du logement, vous pouvez rebondir. Vous pouvez faire de la maison individuelle, vous pouvez faire du collectif, vous pouvez faire de la maison en bande, vous pouvez faire du logement senior, etc., etc. Si on se parle pour tenter d'aménager un territoire avec des objectifs partagés, c'est-à-dire accueillir le maximum d'habitants et les aider à se loger, on est bien dans l'obligation d'être partenaire. Ok, vous l'avez dit vous-même, vous n'êtes pas polyvalent et sachant. Finalement, qu'est-ce qui fait la qualité d'un élu? C'est son équipe, c'est son centre d'intérêt par rapport aux questions qu'on se pose, nous, en tant qu'habitants des communes. Est-ce que les conseillers sont finalement mieux armés? Est-ce que votre conseil municipal est finalement celui qui va vous aider à prendre une décision suffisamment à l'écoute des entreprises du territoire? Est-ce que là, vous parlez d'échange, de partage, soit, mais on parle à qui? Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'espère qu'il n'y avait pas de préfet dans la salle, j'espère que j'ai pas de conseillers municipaux de Saint-Nicolas-de-Port, mais ils connaissent mon franc-parler. C'est le maire. C'est le maire qu'il faut voir. Alors, c'est pas faire injure aux adjoints qui, dans leurs délégations respectives, les conseillers délégués dans leurs délégations respectives, ou le conseiller municipal qu'on appelle vulgairement de base, voilà. Il faut s'adresser au plus grand monde, il faut sensibiliser le plus grand monde. Mais c'est le maire qui reste le maire ou le président de l'interco, accompagné du vice-président en charge d'eux ou de l'adjoint au maire en charge d'eux, bien évidemment. Voilà, il faut ne jamais oublier les services parce que la puissance administrative, elle est omniprésente. Hein. Si vous prêtez pas attention, l'administration vous fait signer des parapheurs, des trucs, des règles, hein, et les courriers partent sans le terme qui va bien, sans l'approche qui va bien. Donc il y a une adaptabilité. Je vais vous répondre peut-être en vous faisant plaisir, mais le but c'est pas de verser dans la flagornerie. Comment il doit être l'élu? L'élu, il doit être chef d'entreprise. L'élu, il doit être chef d'entreprise, c'est-à-dire chercher à bonifier sa culture
tel domaine, tel domaine. Donc être constamment à l'écoute, être constamment en quête d'eux, constamment en recherche de partenariats pour justement se laisser aller dans les suggestions, dans les découvertes, dans l'innovation. Et puis l'élu, il doit décider. Il y a trop d'élus qui ne décident pas, c'est l'administration qui décide. C'est ce qu'on appelle la technocratie. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas que les ministres qui peuvent être concernés. Dans une petite ville, moi c'est ce qui m'impressionnait, vous rentrez à l'issue d'une journée ou professionnelle ou en réunion extérieure, vous avez des piles et des piles de parapheurs préparés, mâchés par l'administration. S'il est tard, vous êtes fatigué, et puis quelque part, on s'en fout un peu, je fais confiance, bah vous signez, vous signez, vous signez, et toute une batterie de règlements, de cahiers des charges que vous signez sans même que... Donc l'élu, il doit assumer son job d'élu, et il est passionnant, à condition qu'on ait cette approche de chef d'entreprise, c'est-à-dire de se renseigner, de chercher les coûts, d'en vérifier la faisabilité, d'assurer une forme de marketing et de commercialisation de son action, mais aussi d'action, donc de décider. Toute la question est de savoir si vous en avez encore le temps, compte tenu de l'ensemble des responsabilités qui vous incombent. On a le temps quand on... D'abord, c'est comme le sport, hein. Je fais peu de sport en ce moment, je me dis pas j'ai pas le temps. C'est parce que objectivement j'ai pas d'envie, quoi. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté de cavaler, bah ouais, je me suis jamais réfugié d'ailleurs, j'ai pas envie. Et les gens disent quoi, bah, j'ai pas le temps. Non, mais on trouve toujours le temps pour ce qu'on a envie de faire. Donc le temps, on le trouve, mais il faut être en responsabilité. Mais les élus le sont la plupart du temps. Il y a plus une méconnaissance du fonctionnement de l'élu comme de la méconnaissance du fonctionnement du chef d'entreprise ou de l'acteur du logement, et c'est ce qui ne nous fait pas avancer. Bien, monsieur le maire, je vous remercie. Pour conclure, je dirais simplement que le constat que je fais après ces échanges, c'est que finalement, entre vos désirs et la réalité, et nos besoins et nos réelles capacités, bien, ce qui manque, ce qui fait défaut, et c'est un constat que nous faisons tous les jours, finalement, c'est de se prendre en charge sur un travail de long terme, d'être efficace dans nos moments de partage, d'échange, parce que finalement, ce sont nos problématiques communes. Remettre de l'humain au cœur de la ville, mais aussi au cœur de nos échanges, a priori, c'est la bonne voie pour répondre au mieux à ces enjeux qui s'imposent à tous. Mais finalement, compte tenu de tout ce qu'on a pu voir ces 2 derniers jours, l'avenir resterait moins à découvrir qu'à aller inventer chaque jour. Je pense qu'inlassablement, et c'est un message qui est à la fois valable pour les chefs d'entreprise, mais aussi pour les politiques, ne soyons pas avares de rencontres, de partage, et surtout de propositions de solutions.